Mitterrand a de fortes douleurs lombaires. Au retour, on fait des examens, assez clandestinement d'ailleurs, au Val-de-Grâce, et le verdict tombe, cancer de la prostate avec métastase, 3 ans à vivre. Et maintenant, la lumière se rallume sur le docteur Gubler. Claude, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Vous êtes né le 14 mai 1934 à Paris, dans le 14e. Votre père était suisse-allemand, géologue. Il avait établi la cartographie du Laos, du Siam et du Tonkin, l'Indochine de l'époque. Puis il faisait un petit peu de renseignements pour le deuxième bureau aussi, non? Il a dû en faire. Le gouvernement français, quand il est devenu français, lui a demandé, compte tenu du fait qu'il parlait 8 langues. Ah oui. Les Suisses sont des gens qui parlent beaucoup, même s'ils sont quelquefois très muets. Oui. Alors, au retour d'une mission, la gangrène l'emporte en 48 heures. Tout à fait. C'est quelque chose qui est dans ma tête, parce qu'on me l'a dit. Je ne l'ai pas vécu. J'avais 6 ans. De mon père, j'ai très peu de souvenirs, puisqu'il était tout le temps soit en mission, soit en travail de terrain, de recherche, de cartographie, comme le font tous les géologues. Et il est mort. On s'est toujours interrogé, nous, ses enfants et ses amis, sur les raisons de sa mort. Ma mère, qui était une scientifique, très intellectuelle, très brillante, n'a jamais voulu que je me penche trop sur le pourquoi. C'est reste un point d'interrogation. Alors votre mère, géologue, elle aussi. Tout à fait. On lui doit la découverte des gisements pétroliers du Sahara et des Landes, ce qui est quand même pas rien. Tout à fait, tout à fait. Sacrée famille. Oui. Alors vous passez votre prime enfance à Rabat, au Maroc. Alors vous en gardez de vagues souvenirs, de cornes de gazelle avec le thé. Le chaouche de mon père, qui était celui qui s'occupait donc des affaires de mon père et de ma mère, et qui nous invitait dans la Médina à prendre le thé avec les fameuses cornes de gazelle. Les cornes de gazelle, c'était pour moi le délice suprême. Les scorpions aussi. Ça, c'était vers Colombéchard, où on allait passer quelques vacances et où il nous était interdit, quand on était petit, de faire quoi que ce soit. Et avec mon frère, qui a 2 ans de différence avec moi, nous allions chercher des scorpions que l'on prenait pour s'amuser. Et la rouste que nous avons reçue. Voilà, c'est ponctuel, mes souvenirs du Maroc, tout à fait. Alors, à la mort de votre père, en 1940, vous rentrez en métropole, à Toulouse. J'ajouterai un petit détail humoristique, si je puis dire, de cette rentrée en France, c'est que les trains marocains qui devaient nous amener prendre le bateau à Oran pour traverser la Méditerranée, comme nous sommes arrivés avec des heures de retard, le bateau était parti. Et on a dû prendre le suivant. Et je rappellerai que le bateau qu'on aurait dû prendre s'appelait la Mauricière. Il a coulé corps et biens dans la baie de Marseille. On aurait dû être là. Vous voyez, le hasard fait des choses. Voilà. Quand vous arrivez à Toulouse, là, c'est moins drôle parce que c'est la guerre, donc c'est les tickets de rationnement, les galoches en bois. Tout à fait, c'est une période très dure, très triste. D'abord, notre mère, puisqu'on nous sommes 4 enfants, notre mère devait travailler pour les nourrir, si je puis dire. Elle travaillait au pétrole d'Aquitaine. D'abord, on était au début pensionnaire à Sainte-Barbe, où les punitions corporelles existaient. À cette époque, encore, chez les franciscains, on n'avait pas à manger, on était obligé de voler, on était obligé de... pour moi, qui était le 3e, c'était les habits du suivant, c'était les chaussures un petit peu éculées, les galoches, comme vous venez de le rappeler. Effectivement, c'était pas une vie. Même si Toulouse est une ville rose, la vie n'était pas rose. Alors, en plus, la maison est en face des usines de Voitine, donc ils sont bombardés la nuit. D'où nous avions dans le jardin un abri creusé dans lequel nous descendions la nuit. Ou quelquefois, notre mère nous emmenait parce qu'il y avait trop de risques chez une amie à elle qui habitait à côté de la gare, Matabio, qui était bombardée pareil. Oui. Et on descendait la nuit dans les abris. Alors, à la fin de la guerre, vous débarquez à Paris, à Janson de Sailly. Vous êtes condisciple de Jean Becker, le réalisateur, de Jacques Lafleur, le héros de la Nouvelle-Calédonie, de Philippe Labro, écrivain, journaliste.
effectivement, il y avait, pour nous, jeunes et un peu pauvres, je dois dire, de voir Jacques Lafleur, de voir Jean Becker avec des costumes magnifiques. Ils étaient sapés comme des ministres. Exactement. On allait faire des parties d'échecs au bois de Boulogne, on séchait les cours, on avait chacun une préférence et finalement on formait une bande d'amis assez sympathique. Alors, vous qui vouliez devenir juge ou avocat, vous allez devenir médecin. Effectivement, j'aurais voulu être avocat, mais peut-être étais-je trop paresseux pour faire des études supérieures. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, vous voulez vous spécialiser dans plusieurs disciplines, la cardiologie, l'hématologie, la cancérologie, ce qui fait qu'évidemment, vous vous installez très tard. Et là, vous gardez un pied à l'hôpital et un pied dans votre cabinet, dans le 6e arrondissement à Paris. 6e arrondissement, c'est un quartier tout à fait particulier. Tout à fait particulier parce que vous devenez le médecin des artistes, Picasso, Salvador Dali, René Char. Alors, oui, c'est tout à fait vrai. Vous soignez aussi les hommes politiques. Et le premier contact avec la famille Mitterrand, c'est en 1967, quand vous venez soigner la mère de Daniel Mitterrand, Madame Gouze, au domicile des Mitterrand, rue Guilmer. J'avais, comme on dit vulgairement, pignon sur rue, puisque j'étais à côté de chez eux. Un de leurs amis, à la mort de Jean Dayan, qui était le médecin de la famille Gouze et Mitterrand, leur a dit, mais il y a Gubler qui est là, il est bien, tu verras, il est bien. Bon, et je suis monté. Et là, vous rentrez dans la famille. Et voilà. Alors, pendant plus de 10 ans, vous allez poursuivre vos activités dans votre cabinet de la rue Saint-Placide, à la clinique des Sœurs Augustines, et vous vous occuperez de François Mitterrand, entre autres. À l'époque, il est insolent de bonne santé et résolument hostile aux médicaments. Je dirais même que quand il venait en consultation, que ce soit à la clinique ou dans mon cabinet, ou quand je allais chez lui, c'était toujours pour me dire, pas de médicaments, bon, qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est rien, c'est rien. Mais non, monsieur, vous n'avez rien. Alors, lorsque François Mitterrand est élu en 1981, vous devenez son conseiller médical spécial. Il a 64 ans, c'est un rock, il n'a aucun problème de santé. Et d'ailleurs, le premier bulletin de santé dit rien à signaler, tout va bien. Effectivement, on fait une batterie d'examens comme il l'avait demandé, comme il avait souhaité que cela fût. Et cette batterie d'examens, clinique et biologique, ne montre strictement rien. Donc RAS. Mais à l'automne 1981, en voyage au Mexique, Mitterrand a de fortes douleurs lombaires. Au retour, on fait des examens, assez clandestinement d'ailleurs, au Val-de-Grâce, et le verdict tombe, cancer de la prostate avec métastase, 3 ans à vivre. Alors, pourquoi n'avait-on pas vu ça lors des examens du premier bulletin de santé? Parce que on ne fait des examens que sur une symptomatologie. Maintenant, on les fait même sans symptomatologie. C'est-à-dire que vous n'avez rien. Vous n'avez rien. À l'époque, ça ne se faisait pas comme ça, d'une part. Et d'autre part, on ne dit pas à quelqu'un qui paraît être en bonne santé, eh bien, je vais vous faire un scanner cérébral pour découvrir un anévrisme, ou une IRM pour découvrir un anévrisme, je veux dire. On ne veut pas faire un corps entier ou faire une scintigraphie osseuse pour savoir s'il parle, alors qu'il ne souffre de rien. Ce sont des examens coûteux. Ce sont des... On est... Même si maintenant, c'est moins, mais nous sommes quand même, nous, médecins, responsables de quelque chose qui s'appelle la sécurité sociale. Et demander plein d'examens pour rien me semble être inutile. Or, ce monsieur qui était devenu président de la République, mais que je suivais depuis... qui n'avait aucun signe clinique d'appel, comme l'on dit, car il est vraisemblable que cette symptomatologie découverte en novembre 1981 existait peut-être avant, mais était complètement occulte, si je puis dire. N'était révélatrice de rien, aucun signe. Et je pense qu'aucun médecin n'aurait pu trouver... Alors là, on lui dit, vous avez 3 ans à vivre. Alors quand on vient d'être élu président de la République, c'est horrible, parce qu'il avait attendu pendant toutes ces années d'être président. Au moment où il est président, c'est vrai ce que on le condamne. C'est horrible. Alors aussitôt, Mitterrand verrouille l'info, il vous dit on n'en parle pas, même à Daniel. Et lorsque vous allez lui faire sa perfusion à 7h30 du matin rue de Bièvre, si des fois elle vous demande pourquoi vous êtes là, vous dites c'est un rhumatisme récalcitrant.
Oui, à partir du moment où le patient lui-même demande à ce que les choses ne soient pas dites à qui que ce soit, vous devez vous plier aux exigences de ce patient. Donc de trouver une excuse. Si je ne souhaite pas qu'on dise à ma femme ou à mes enfants, pour le moment, que je suis malade, le médecin... Alors, évidemment, c'est un petit peu plus délicat lorsque on est dans une situation aussi importante, disons, une image auquel il ne faut pas toucher. Donc, ça posait un peu plus de problèmes que pour un patient ordinaire. Alors, lorsqu'arrive l'échéance du deuxième bulletin de santé, là, il n'est plus question de transparence. Vous suggérez d'au moins parler d'examen, mais Mitterrand est catégorique. Il vous dit on ne peut rien révéler. C'est un secret d'État. Et pour bien vous faire comprendre dans quelle situation vous êtes, il vous dit vous êtes lié par ce secret. Tout à fait, vous avez là une documentation tout à fait au fait des choses, si je puis dire, cher monsieur. Oui, c'est tout à fait vrai. Non, je mettrai un tout petit détail supplémentaire, c'est qu'en fait, compte tenu des résultats que j'avais, je lui dis très simplement, monsieur, on ne fait rien, on laisse passer l'échéance, on ne fait plus de bulletins de santé. Oui. Je ne veux pas, si j'ai promis aux Français de dire, je dis, mais alors je dis que non, vous ne le dites pas. Ça a été une petite partie de ping-pong entre nous deux, jusqu'à ce qu'il arrive à me convaincre. Bon, certains à cette époque m'ont dit, mais pourquoi t'es pas parti? Mais on n'abandonne pas un malade. On n'abandonne pas un malade quand on est médecin ou qu'on aime son métier, quel qu'il soit, qu'il soit un chauffeur de taxi ou qu'il soit président de la République. Bien sûr. Donc le troisième communiqué, c'est tout va bien, rien à signaler. Et alors, pour faire face aux rumeurs, Mitterrand donne une interview dans laquelle il dit que tout va bien. Il faut savoir une chose, c'est que, et l'histoire l'a montré, c'est que ce monsieur a merveilleusement réagi à la thérapeutique. Et que je pourrais, je l'ai dit, défier quiconque à travers les résultats des examens de 1982, de dire qu'il avait quelque chose. Que ce soit des examens cliniques, qui a été donné par le professeur Steg, des examens cliniques, sur la normalité ou, au contraire, l'anomalie. Non, le professeur Steg disait lui-même au président de la République, « Mais vous êtes comme un homme de votre âge », en occultant le chose qui n'était plus visible, même par les examens biologiques. Alors effectivement, miraculeusement, l'énergie de François Mitterrand revient, et pendant quelques années, le cancer se tait complètement. Vous le suivez, donc, quand même, et vous acceptez d'endosser un rôle de composition pour protéger le secret du président. Vous vous cachez un peu derrière le masque du béné serviable, non, on peut dire. Alors on vous voit passer à l'Élysée avec vos favoris, comme ça tout le monde dit oui, il est gentil. Évidemment, personne ne sait la vérité. Mais, ça me fait plaisir de vous voir rire et d'entendre ça, drôle. Car c'est tout à fait ça. Ça a été un jeu de composition pour moi, d'être, vous savez, d'être le plus proche possible de ceux qui regardent, parce que quand on est très proche de quelqu'un, eh bien, on ne le voit plus. Il y avait combien de gens dans la confidence? Je dirais que, peut-être pas une dizaine, un peu moins. Un peu moins, amis ou politiques. Mais Daniel Mitterrand le savait? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, c'est en 1992. Mais bon. Alors, en mai 1988, François Mitterrand est réélu, il a oublié sa maladie, tout va bien, et elle se réveille en 1992. Et c'est là que ses liens avec vous vont se distendre, parce que désormais, Mitterrand a pris conscience de la mort. Là, il est devant son problème. Il ne peut plus regarder en face celui qui sait tout. Je dirais qu'en 1992, il est opéré, il a une première intervention. En 1992, après son discours avec Philippe Séguin sur Maastricht, à la Sorbonne. Oui, tout à fait. Et on l'opère le lendemain matin. Tout se passe bien. Donc ce que vous dites, docteur, c'est que quand il a fait cette émission de télévision avec Séguin et Guillaume Durand, le lendemain matin, il sait qu'il va subir l'opération. Oui.
je crois que l'émission a duré une partie de l'après-midi. On s'est séparés pour aller dîner chacun de notre côté. On s'est donné rendez-vous. Sa voiture est venue me prendre rue du Four, je crois, ou quelque chose comme ça. Et nous sommes rentrés à Cochin, où il a été opéré le lendemain matin par le professeur Steg. Alors, l'année 92 est encore une année, je ne dirais pas correcte, mais François Mitterrand était un homme de la terre et qui a toujours refusé dans sa tête que l'on s'attaque à sa chair. Il disait lui-même, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes en train là, de m'ouvrir et c'est vous qui allez disséminer tout ça, c'est pas moi. Moi, je maintiens tout ça. Malheureusement, la symptomatologie était telle qu'il fallait l'opérer. Mais c'est plutôt 93 et 94 qui vont être des années un peu charnière, vous voyez, et la deuxième intervention, c'est 94. La deuxième intervention, beaucoup plus difficile, et c'est à partir de ce moment-là que... Bon, voilà, là, il est en face de la mort. Mais il a souvent été dans nos relations intellectuelles, et vous le savez vous-même, combien de fois il parlait de la mort. Oui. C'est écrit dans tous les livres biographiques sur lui, ses visites dans les cimetières, oui, c'est parler de la mort en général. Il m'en parlait même à moi, et je lui avais cette réflexion, je lui disais, mais attendez, je lui disais pas fichez-moi la paix, mais ça a dû m'arriver quelquefois de lui dire fichez-moi la paix avec votre idée. Vous avez encore envie de séduire, vous êtes un séducteur qui avait encore envie de séduire, je dis pas séduire les femmes, séduire au sens vrai du terme, les humains, les hommes, par votre œil, par votre regard, vous voulez les séduire, et tant que vous aurez cette envie, vous êtes en vie. Sinon, là, vous serez mort. Et il me dit, vous avez raison, vous avez raison. Bon. Et alors, à ce moment-là, effectivement, vous savez tout, vous lui rappelez la vérité, vous lui rappelez les bulletins de santé mensongers. Donc, il a du mal avec vous à partir de ce moment-là. Il sait que la médecine traditionnelle ne peut plus rien pour lui. Il est, comme vous venez de le dire, en face de l'autre face du miroir. Et je représente non seulement celui qui traîne la valise de la mort depuis 14 ans, mais en plus, mon impuissance dans la qualité de la médecine que j'apporte a réalisé un miracle. Comme on me l'a dit, faites un deuxième miracle. Je dis non, je ne peux pas faire. À partir de ce moment-là, il connaît ma psychorigidité, comme il l'appelle, luthérien, comme il le dit, et il va se tourner vers d'autres médecines un peu parallèles, un petit peu hors d'usage, et il ne m'entraîne pas dans ce jeu, et je ne me laisse pas entraîner dans ce jeu par rapport à ces médecines. C'est vous qui lui avez amené le docteur Tarot. Oui, le docteur Tarot est un excellent anesthésiste et qui est spécialiste de la douleur. Or, à partir de 1993, il commence à avoir mal. Donc, je fais appel à Jean-Pierre Tarot, je vais le chercher, en disant, bon, il faut faire quelque chose. Et donc, Jean-Pierre Tarot rentre un petit peu là, et effectivement, je pense que pour n'importe quel malade, l'homme qui vous supprime la douleur, quelles que soient les drogues qu'on donne pour supprimer cette douleur, devient quelque chose de très important. Bien sûr. Il lui donnait quoi, de la morphine ? Je n'étais pas dans ses bagages, mais c'était si moi j'avais été en charge, c'est ce que j'aurais donné, mais c'est très vraisemblable. Mais est-ce qu'on peut gouverner un pays en étant sous morphine ? Eh bien, écoutez, pendant une courte période, je dis bien une courte période, il n'était pas apte et qu'il était très gêné par cette... Eh bien, c'est bien parce que quand vous donnez un certain nombre de choses à quelqu'un, quel qu'il soit, que je répète, chauffeur de taxi, président de la République, ou le pape, il y a des conséquences. Je pense que si quelqu'un était le pilote d'un 747 et qui était avec des terrains, il serait, de par la médecine du travail... Arrêtez. Alors, vous apprendrez la mort de François Mitterrand par les journaux. Personne de la famille ne vous a prévenu. Pourquoi ? La famille, non, mais Jean-Pierre Tarot m'a appelé en me disant à 7h du matin, je crois. 8 jours après le décès de l'ancien président, vous publiez chez Plon un livre intitulé « Le Grand Secret ».
où vous révélez effectivement que le cancer avait été diagnostiqué dès 1981, que les bulletins de santé étaient mensongers et que dès 1994, le président Mitterrand n'était plus vraiment capable d'assumer ses fonctions. En 2 jours, vous vendez 40 000 livres, donc un livre que vous avez écrit avec Michel Gonod. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? D'une part parce que je lui avais dit que j'écrivais, que maintenant que c'était sur la place publique qu'il avait un cancer, je remettais des choses en place. Chaque fois que je le voyais, il me disait alors, avec un sourire ironique, où en sont vos notes? Et je rappellerai, pour ceux qui ne le savent pas, que dans un livre écrit par M. Benamou, qui s'appelle Le Dernier Mitterrand, il dit que le dernier réveillon où avec Jacques Lang, des Ortolans, il parle, vous savez que Gubler écrit un livre, donc avant qu'il meure, on savait que j'écrivais un livre. Vous aviez choisi Michel Gonod parce qu'à l'époque, vous lui avez filé des mauvaises informations à une époque. Bien sûr, avec mon sourire ironique. et, donc là, vous faites le livre avec lui pour dire toute la vérité. C'était la moindre des choses. Alors là, évidemment, vous devenez extrêmement médiatiquement célèbre. Quelles ont été les réactions au moment de la publication du livre? Alors, il y a eu un tollé général, et que je peux comprendre compte tenu de la courte période entre la mort et la publication du livre, que je n'ai pas pu arrêter, mais bon, qui n'aurait pas eu lieu si le livre était paru 3 mois ou 6 mois après. Bien sûr. C'est la date qui est surtout polémiste, si je puis dire. Hein. C'est pas le livre lui-même. Donc, une levée de bouclier, politique, médecin. Bon, ça a été une période de choc, de difficulté, que ce soit cette médiatisation à laquelle je ne m'attendais pas du tout, de journalistes qui me couraient après, tout le monde voulait vous avoir. D'avocats plus ou moins retors et méchants. Je ne citerai pas de nom, mais tout le monde comprendra de qui je veux parler. Personne n'a dit, mais attendez, avant de mourir, François Mitterrand voulait 3 choses. La vérité sur sa fille, Mazarine, la vérité avec Péan sur l'affaire Bousquet, et la vérité sur sa santé. C'est vrai. Quelqu'un aurait dit ça, tout partait. Les proches auraient pu le lire, voilà. Mais ils le savaient. Mais ils le savaient, qu'il voulait 3 choses. La vérité, c'est la raison pour laquelle il m'avait dit, vous direz la vérité. Vous êtes un psychorigide et un luthérien, mais vous direz la vérité. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que ce livre vous a rapporté de l'argent? Pas du tout. Dans un premier temps, il a été interdit. Après l'arrêt de la Cour européenne, il est reparu, mais cet ouvrage, comment on dit, les droits d'auteur ont été intégralement versés à ma commune. Donc vous, ça vous a rien rapporté? Rien rapporté. Pendant toute cette époque, donc avec Mitterrand, quel a été le meilleur moment? Je ne dis pas les meilleurs moments qui sont tous les mêmes. C'est des moments de solitude à 2 en se promenant pour parler. Et le pire moment de toute cette époque? Un moment, on dirait 82 ou quelque chose comme ça, où il a voulu arrêter son traitement. Et là où je lui ai dit, attendez, c'est fini, si vous arrêtez, j'ai plus besoin d'être là, je m'en vais, vous n'avez plus besoin d'être soigné, si vous arrêtez votre traitement. Alors, 2 jours après la publication du Grand Secret, le livre est retiré de la vente à la demande de la famille Mitterrand. Vous êtes condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violation du secret médical et 50 000 € de dommages et intérêts et radié de l'ordre des médecins. C'est beaucoup, là, quand même. Vous savez, ça s'appelle un coup de massue sur la tête pour écraser une mouche. Alors, radié de l'ordre des médecins, c'était le professeur Glorion, qui à l'époque était président du Conseil national de l'ordre des médecins. Or, comme vous le savez, je n'exerçais pas. J'étais inspecteur général des affaires sociales. Je n'étais pas médecin. Je ne vivais pas de mes revenus de médecin. Donc, ça n'était... On va le radier, qu'est-ce qu'on fout? Excusez-moi de l'expression. Ça le fait quoi? On le radie, il pourra toujours vivre avec... il est fonctionnaire, il pourra toujours vivre. Ce qui n'empêchait pas le Conseil national de l'ordre de me recevoir avec un tapis rouge, parce que j'étais inspecteur général des affaires sociales et que je réglais les problèmes de
l'application des mesures européennes sur les professionnels de santé. Vous voyez, il y a une espèce, une espèce de drôlerie de la vie. C'est absurde. Ce n'est qu'en 2005 que la Cour européenne de justice vous donnera raison. Le livre est réédité, et donc depuis, on peut le trouver en vente libre. Absolument. Voilà. Alors voilà, aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque de l'Élysée? Pas du tout. Ah bon? Ça vous manque pas? Pas du tout. Les arcanes du pouvoir? Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai jamais été d'ailleurs dans les arcanes du pouvoir. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez de la rancune contre quelqu'un? La rancune est un mot que j'aime pas, mais il y a des êtres humains que je n'aime pas beaucoup. Ouais. Alors j'en citerai un, Monsieur Georges Kejman. Ouais. Monsieur Georges Kejman, parce que, si l'on se rappelle bien les faits, à un moment donné, Daniel Mitterrand a dit « Mais non, je ne veux pas que Gubler ait de la prison, quelque chose comme ça. » Et Madame Ezrati, qui était présidente de la Cour d'appel, a dit « Mais attendez, donc on arrête tout ?» Et Georges Kejman est allé revoir, dire non, alors que Daniel aurait été dire bon. Allez, ah oui, vous aviez soigné son mari pendant tellement d'années. Oui. Mais c'est pour ça qu'avec le recul, même le juge de la chambre qui m'a condamné dit en privé que c'est un des jugement qui lui reste en travers de la gorge, parce que, en disant, mais il n'a jamais dit qu'il... Mais c'est une des affaires qu'il a sans doute le plus déplu, si je puis dire. Docteur, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je crois que dans la vie, les échecs, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux, les coups de bâton, c'est positif, pour moi. Donc, les choses ne seraient peut-être pas les mêmes, parce que les événements ne seraient peut-être pas les mêmes, mais je ne changerais pas d'un iota. Votre attitude? Mon attitude elle-même, elle ne changerait pas. C'est comme ça, j'ai fait ce que j'avais à faire, je continue à faire ce que je fais, c'est comme ça, je suis comme je suis. Alors, le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Sur ma tombe sera écrit « Fugion torre, les heures s'enfuient. Accedun tenebrae, les ténèbres arrivent. Luxo termine aeternum manet, mais la lumière demeure dans l'éternité. » Alors, est-ce que, comme François Mitterrand, vous croyez aux forces de l'esprit? C'est pas le mot que j'emploierais. Moi, je suis plus croyant, si je puis dire, mais ça peut se rejoindre. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui sublime notre chair propre. Le fait même de se parler comme on se parle fait qu'il y a quelque chose qui reste, et c'est ce quelque chose qui, pour moi, est la lumière dans l'éternité. Très bien, merci. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci, Claude. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.